Massalia Vox Media. Massalia Vox Media. Salut, coucou, bienvenue à Massalia Vox pour Massalia Vox Media. Aujourd'hui, on est là pour te poser quelques questions dans le cadre des femmes qui font Marseille. Et bienvenue et merci à toi d'avoir pris le temps de répondre. Merci vraiment de m'avoir invitée, j'en suis vraiment touchée et honorée. Est-ce que juste d'abord tu peux te présenter assez rapidement ? Donc je m'appelle Oumnia Nader, j'ai 26 ans et donc j'ai grandi à Marseille, entre plusieurs quartiers du centre-ville, Noailles, Belzins et surtout la Belle de Mai. Voilà, quand je suis arrivée d'Algérie à l'âge de 5 ans. Ok, et comment t'en es venue à te lancer dans le cinéma et quand est-ce que t'as eu envie d'en faire ton métier surtout ? Alors ça, c'est vraiment, je pense, un enchaînement de rencontres et de prise de conscience aussi. Moi, j'avais commencé par des études de littérature et sciences politiques que j'avais fait à Poitiers. J'avais je pense que vous le captez très bien aussi avec Massalia Vox. Il y a quelque chose où quand on vient d'ici, quand on a grandi ici, on est aussi très très conscient des enjeux sociaux, des enjeux politiques et des enjeux aussi migratoires qui parcourent cette ville. Et puis, étant moi-même immigrée, il y avait un truc très jeune de se politiser et de vouloir aussi prendre des voix qui nous permettent justement d'avoir notre voix et de comment dire ça, et un peu de savoir quoi se défendre, parler de notre communauté et tout ça. Donc, les études en sciences politiques, c'était vraiment pour ça. Et en fait, en parallèle, avant ça, quand j'étais au lycée, je passais des concours de plaidoirie parce que je voulais être avocate et justement dans ce sens un peu de justice sociale, tout ça. Et donc, j'ai commencé le théâtre au lycée comme ça, en option. Et c'est ma prof de théâtre, Nathalie Pelin, qui était au lycée de Bagne, à Jolieu-Curie, qui m'a poussée à poursuivre et à tenter le conservatoire à Poitiers. Et en fait, une fois au conservatoire, vraiment, je découvre un nouveau monde et surtout, je découvre ce qu'est le jeu. Et j'en tombe complètement amoureuse. Et puis, en parallèle, il y avait un peu aussi la désillusion de ce qu'est, en fait, tout ce milieu un peu de sciences politiques. Et j'avais pas forcément envie de continuer comme ça. Aussi parce que qui compose ces milieux, comment est-ce que t'es perçu, enfin. Et quand je suis revenue à Marseille à la fin de mes études, j'ai rencontré une femme qui est devenue une très bonne amie, Sarah Belladi, qui menait des ateliers d'écriture de scénarios à Paris, dans l'association Tribudum. Et donc, c'est elle qui m'a proposé, qui m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais pas faire partie de ces ateliers ? Tu monterais à Paris une fois par mois pendant 6 mois. Et au début, moi, ça me paraissait complètement inconcevable, quoi. Moi, écrire des scénarios, mais pas du tout. Et puis, je me rappelle très bien, je me disais, mais j'ai rien à raconter. Je me disais, j'ai rien à raconter. Et en fait, je lui dois vraiment le fait d'avoir insisté. Parce que c'était gratuit, parce que c'était pris en charge et qu'en fait, on te permettait de juste pouvoir te lancer. Et en même temps, vu que j'avais fini les études et que j'avais fait aussi un peu ce parcours théâtral, j'avais passé quelques castings. Et cette proposition de Sarah, en parallèle de la réalisation, en passant des castings de ce que c'est qu'être femme, une femme arabe, maghrébine et musulmane en France, dans le milieu du cinéma, j'ai très vite compris que on est limité, quoi, dans ce qu'on perçoit de nous, de ce qu'on projette, de comment est-ce qu'on nous raconte, qui nous raconte. Donc vraiment, c'est venu à la croisée, quoi. Et justement, avant de spoiler ce que je vais te demander après, tu disais tout à l'heure qu'en étant à Sciences Po, tu t'es rendu compte de comment on nous perçoit, comment on nous voit, et qu'est-ce que c'est du coup d'être une femme maghrébine à Sciences Po ? Comment tu l'as ressenti, toi, dans ton vécu là-bas ? Alors déjà, la chose, c'est que moi, j'étais vraiment dans une licence donc sélective. C'était pas Sciences Po Paris, c'était une licence sélective qui était en littérature et sciences politiques, mais en fait, qui avait des partenariats avec Sciences Po Paris après pour les masters, tout ça. Donc, on baignait quand même dans la même... dans cet élitisme-là quand même. Et franchement, passer de Marseille à Poitiers, c'était très compliqué, en fait. C'était très compliqué, même si après, j'ai très bien vécu mes années d'études. Mais c'était compliqué parce que t'arrives et forcément, t'as aussi t'es avec des gens qui sont quand même de classe supérieure que toi.
Et donc, tu arrives aussi avec un complexe de mince, mais en fait, je viens de Marseille. Aussi, d'ailleurs, quand tu disais à l'époque, alors maintenant, c'est devenu cool Marseille, mais à l'époque, quand tu disais que tu venais de Marseille, c'était C'est la province, mais quoi. ouais, et puis genre, c'est dangereux, mais en gros, tu viens du ghetto, quoi. Enfin, il y avait aussi toute une projection de ce que c'était d'être de Marseille. Et puis d'arriver, de se dire mince, mais en fait, j'ai pas le même bagage culturel, j'ai pas assez. Et puis, moi, je me suis pas du tout sentie à ma place. Et d'ailleurs, ces années de fac, franchement, j'ai beaucoup appris, mais parce que j'étais curieuse, mais en fait, je les ai aussi survolées parce que j'y trouvais pas. Enfin, déjà, la diversité là-dedans, enfin, je crois qu'on était 2 personnes racisées. Ouais, c'est sous-représenté. Et en plus, tu parlais tout à l'heure d'avoir l'impression d'un manque de bagage culturel, mais j'ai l'impression que quand tu fais des études un peu dites élitistes, j'aime pas ce mot, mais c'est ça aussi qu'on utilise. Complètement. Quand tu viens de Marseille, bah, en fait, t'es vu comme moins bien dans différents domaines, en fait. T'es vu comme moins bien. On te dit aussi que bah, c'est vers Paris et autres bah, qu'on a l'excellence. On est souvent moqué pour notre accent. Il y a un truc aussi de discrimination sur comment tu parles, comment tu agis. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais. Il y a ce côté un peu ghetto, hyper dangereux. Immédiatement, les gens ils disent ah bon, t'as pas peur? Peur de quoi, genre? T'as pas peur? Ça vient aussi de la désinformation des médias. Complètement. La représentation, je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur l'imaginaire en fait qu'il y a sur Marseille. Je pense que c'est tout ou rien. C'est soit très touristique, soit très dangereux. Et puis, il y a quelque chose aussi, en fait, de l'ordre de nos caractères, quoi. Tu vois, on est méditerranéens, donc notre manière de communiquer n'est pas la même. Même la réflexion et la conscience aussi, qui est très concrète, hein, sur ce que je te disais, les enjeux, en fait, politiques, migratoires et tout ça. Et il y a quelque chose où, en fait, moi, ce que j'ai très vite compris, c'est qu'en fait, il fallait se lisser. Et il fallait rentrer dans une case, quoi, si tu voulais être admis. Mais c'est la même chose dans le cinéma, par ailleurs, hein. Enfin, il y a quelques exceptions, mais en fait, on attend de toi que tu correspondes à la culture dominante. Moi, c'est Ok. vraiment ça que j'ai ressenti. Et du coup, toi, t'as commencé dans le cinéma en tant qu'actrice. Et est-ce que du coup, en tant qu'actrice, t'as eu l'impression, dans les rôles que t'as pu avoir, que t'arrivais à donner de la voix à tes idées, ou au début, t'as eu l'impression que c'était justement des rôles assez lisses, où tu pouvais pas vraiment t'exprimer? Non, j'ai eu beaucoup de chance. Mais je pense parce que aussi j'avais une conscience politique de ça. J'ai eu beaucoup de chance dans le sens où les premiers films que j'ai faits dans lesquels j'ai joué, déjà, c'était des films expérimentaux, très artistiques du Fresnois, des films de Guillaume Delcer. Et donc, déjà, je n'étais pas du tout objectifiée et subjective. Enfin, j'étais pas le sujet femme arabe. Enfin, j'incarnais en tout cas une figure dans ces récits à lui qui sont euh, assez proches de mythologie, d'influences diverses qu'il a, donc ça allait. Et après, ensuite, les rôles que j'ai eus, donc dans Phi, notamment de Lily Casal, et ensuite La vérité de Malou, je me suis quand même... Dans Phi, la question en fait de mon origine, de qui j'étais, n'avait rien à voir avec le film, donc ça, c'était aussi très libérateur. C'était plutôt la question du genre, de comment est-ce que c'est qu'être meuf, une ado, et qui fait du foot, et comment est-ce qu'en fait, t'as pas envie d'être projetée comme une meuf, parce que qu'est-ce que ça implique, en fait. Donc c'est un très très beau film. Et ensuite, avec La vérité, là, pour le coup, j'incarnais une jeune Marseillaise, Dounia. Et, et ça, ce qui était très bien, c'est qu'en fait, Malou, qui a aussi grandi à Marseille, était très consciente, en fait, de ces enjeux-là. Et donc, il y avait une vraie discussion avec elle qui était possible. Et au contraire, moi, je trouve que ce film, au début, tu le commences et tu dis, bon, mince, encore un film cliché. Mais en fait, elle se joue de ça. Et en fait, à l'intérieur, non, il y a une poésie. Enfin, c'est pas à l'intérieur, c'est tout ce qui traverse le film, d'ailleurs. Il y a une poésie, il y a une vraie réflexion sur nos places, sur comment est-ce qu'on s'exprime, sur qui est-ce qu'on est en tant que jeune de Marseille. Et il y avait une vraie réflexion politique avec elle qui s'est faite. Donc vraiment sur ça. Mais je pense aussi parce que j'en ai conscience, c'est que en fait, je veux pas être actrice pour être actrice. Ça n'a aucun sens pour moi. Enfin, c'est pas un truc que je rêvais quand j'étais petite ou quoi. Je suis très contente parce qu'en fait, je vois que ça donne une voix et je vois aussi ce que moi, ça me permet d'explorer et de faire. Et donc, en fait, quand tu arrives et t'es pas en mode ah, je veux absolument faire ça, t'as un peu plus la tête froide aussi sur les choix que tu fais. T'as plus de recul. T'as plus de recul et après aussi, enfin, chacun est comme il est. Mais moi, j'ai beaucoup de foi et je suis très spirituelle. Et du coup, moi, j'ai vraiment grandi avec ce mantra de si t'as pas un truc, c'est que c'était pas pour toi. Mm. Et
et que aussi c'est Dieu qui donne. Donc en fait, j'ai pas peur de perdre des opportunités ou des trucs comme ça parce qu'en fait, je vais pas faire un rôle qui correspond pas à mes valeurs. Et du coup, de ce que j'entends, ça t'a fait du bien aussi que dans tes premiers rôles, bah, t'étais pas choisie pour qui tu es, dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, bah, c'était pas juste incarner une jeune femme maghrébine, c'était plus que ça. Et de ce que tu racontais avec Malou, il y avait ce truc de se jouer aussi des clichés qu'on a sur nous. Complètement. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, je me demandais, est-ce que c'est ça qui t'a poussé à commencer à écrire et réaliser? Se dire que tu peux te jouer toi-même des représentations et des clichés qu'on peut avoir et bah, de choisir comment toi, tu veux les amener. Parce que je pense que quand tu es réalisatrice, c'est un peu le rôle que tu peux avoir, en plus de l'acting, de bah, c'est moi qui peux décider comment va se mettre en place la chose. Avant même de me dire, c'est pour me jouer des clichés et tout ça, en vrai, j'étais même pas là-dedans. J'étais juste en mode: «On est on est tellement plus complexe que ce que vous montrez de nous, en fait, de nos communautés maghrébines, nord-africaines, arabes, on est musulmanes. On est tellement plus que ça. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de strates d'émotions, de vécus, heu, de parcours de vie qui ne sont pas vus, qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas explorés parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple, oui, d'aller au plus cliché et de ce qui correspond à la narrative, globale, quoi, et générale. Donc en fait, je me suis pas dit: «Je vais me jouer des clichés». Je me suis juste dit: «Moi, je vais raconter des histoires qui m'ont manqué et qui manquent à mes frères et sœurs» et rien que faire ça, en fait, du coup, tu te joues des clichés. Enfin, dans le sens où, bah, désolé, mais on va pas vous donner ce que vous voulez et et effectivement, c'est quand même il faut en permanence être vigilant. C'est aussi ça la charge raciale, hein. Il faut en permanence être vigilant parce que, voilà, moi, il y a des trucs que j'ai envie de parler de ma communauté, mais aussi parce que j'ai envie qu'on s'en parle et j'ai envie de soulever certaines problématiques qui sont hyper importantes. Mais en fait, qui c'est qui va aller voir ces films? Et du coup, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Donc il y a un truc d'être toujours sur un fil de: «OK, je veux rendre hommage et en même temps, je veux raconter certains trucs et en même temps, je veux adresser certaines problématiques parce que le cinéma fait avancer les choses, en fait, en réalité, fait avancer les mentalités. Et comment tu fais pour que ce ne soit pas récupéré, pour que ce ne soit pas mal interprété, ou tu vois? Donc c'est une fine ligne qui, tu vois, enfin, franchement, c'est ça le privilège blanc aussi, c'est de pouvoir faire des trucs et de se pas poser la question de comment est-ce que ça va être reçu. Bah, disons que, comme tu disais, avec le privilège blanc, bah, t'as le droit à l'erreur. Alors que là, toi, t'as pas le droit à Mmh. l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur parce que tu peux être mal vu du côté de ta communauté. Ah, mais ça, je peux en parler des heures. Et tu peux, on va récupérer ce que tu as créé, on va l'instrumentaliser, on va l'utiliser. En plus, je pense que surtout en tant que femme et femme racisée, il y a ce truc de, faut pas être agressive, faut pas trop parler, faut pas trop prendre de place, mais en même temps, faut pas être effacée parce que c'est la femme soumise. Je pense que ça, c'est un truc où on pourrait faire couler de l'encre pendant des heures. Et c'est aussi toi s'approprier ce truc de, je pense que t'es tout le temps dans cette limite-là, comme tu dis. Et en même temps, plus il va y avoir de femmes comme toi qui vont jouer ce rôle-là, plus ça va inspirer d'autres générations qui vont prendre ce rôle-là aussi. Et peut-être que ça sera normalisé aussi, tu vois. Parce que je trouve que dans le cinéma, il y a beaucoup de personnes racisées qui sont effacées. Ou Mm. alors elles ont un rôle et ils sont cantonnées à ce rôle-là, tu vois. Tu parles en termes d'acteurs et En termes d'actrices. d'acteurs, actrices, mais aussi réalisateurs et réalisatrices aussi. Tu vois, je pense que... Bah, en fait, on nous attend à certains endroits. Et Mm. quand tu, justement, décides de prendre une autre place et de ne pas être là où on t'attend, tu n'as pas d'autre choix que d'être absolument brillant pour qu'on puisse te laisser cette place-là. Euh, je Faut pense être à Alice l'exception à Diop. la règle. Exactement, je pense à Alice Diop. Euh, ok, tu as le droit de parler de ça et tout ça, mais bon, vraiment que tu sois la meilleure dans ce que tu fais, sinon on te permet pas, quoi. Oui, puis il faut une limite. Et en plus, moi, je pensais à un truc récemment. Il y avait eu un scandale sur Omar Sy qui déclarait ses impôts, je sais plus trop où. Et dans les médias, il disait oui, mais il a réussi grâce à la France et il n'est pas reconnaissant. Il a réussi parce qu'il a réussi, en fait. Mais ça, cette instrumentalisation et tu sais, de vouloir toujours te ramener à ta place. Et cette place, c'est laquelle? C'est celle à laquelle on veut t'assigner, absolument, dans un rapport de pouvoir avec une classe dominante blanche et privilégiée, bourgeoise, complètement. Quand tu défies ça, enfin, c'est très compliqué. Et ce que je voulais dire par rapport à tu as le droit à l'erreur, j'embraye sur quelque chose qui aussi est un poids énorme, c'est qu'en fait, faire le choix à 25 ans de faire du cinéma,
dans une famille qui est donc plutôt modeste, euh, d'origine immigrée. Enfin, moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. Enfin, je me rends compte maintenant, je me dis, mais l'audace qu'il faut avoir. Non, mais sincèrement, parce que, et je le dis avec humilité, mais dans le sens, il faut vraiment une sacrée audace, parce que déjà, personne ne t'attend. Il faut absolument assumer ça, alors qu'en fait, voilà quoi, la famille grandit, les parents n'auront pas de retraite, donc en fait, il faut que ce soit nous aussi qui assurions leurs arrières. Et donc en fait, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que si on rentre dans le game, nous, on n'a pas d'autre choix que de le plier. Parce que... T'es obligé de réussir. Exactement. Et ça, c'est un poids qui est énorme, même pour la créativité, pour la création. Donc, il faut quand même garder tellement la tête froide dans tout ça, de se dire... de pas trop se mettre de pression, mais en même temps comprendre qu'il y a des enjeux qui sont vraiment pas les mêmes qui pèsent derrière nous. Et j'encourage tellement. Il faut le faire, en fait. Il faut le faire. Parce que c'est vrai à court terme, tu te dis, mais comment je vais faire? Je vais pas gagner de thunes, je vais être en galère et tout. C'est vrai. Mais en fait, il faut absolument croire en ce en quoi on. Enfin, il faut croire à ce qu'on veut raconter. Genre, c'est ultra important. Je dis même pas faut croire en soi. Et bien sûr qu'il faut croire en soi. Il faut s'entourer des gens aussi qui croient en toi, qui croient en ces histoires et tout ça. Mais il faut croire en ces histoires et en l'importance, en fait, sur le long terme. C'est encore une fois un rapport de classe, en fait. Quelqu'un qui est privilégié, évidemment, il pense au long terme. Il se dit c'est plus tard. Mais quand tu dois aller nourrir. Pardon, je pensais à l'audace des personnes médiocres. Enfin, désolée, mais je vois des personnes qui, en fait, sous prétexte que leur famille sont un peu, on va dire, aisées et sont. Enfin, il y a rien de pire qu'une personne médiocre qui a l'audace de t'apprendre les choses. Tu vois? Mais moi, je veux même pas. Je veux même pas parler de médiocrité ou pas, tu vois, parce que ce serait rentrer dans ce jeu-là. Mais c'est tout simplement comprendre que, en fait, le privilège, il est là. Tu vois, tu dois payer tes factures, tu dois manger, tu dois penser à ta famille. Tu peux pas te dire, OK, je prends le pari d'aller faire du cinéma et de raconter des histoires. Alors que c'est ces mêmes histoires-là qu'on regarde tous chez nous. Enfin, c'est fou le nombre d'images qu'on consomme, le nombre d'histoires qu'on consomme et qui forment notre réalité, qui forment notre discours. Et c'est une histoire de soft power. Qui c'est qui l'a? Bah, c'est ceux qui peuvent se permettre de ne pas penser à une survie matérielle. Du coup, ça me fait penser. Toi, t'étais à la Cinéfabrique. J'y suis encore. Tu es encore? Et je savais pas si t'étais encore ou pas. C'est pour ça. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce format d'école? Parce que si je me souviens bien, c'est que pour les personnes boursières. Non, pas seulement. Pas seulement. Parce que moi, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est pour ça que j'avais pas mal de questions sur ça aussi. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'école, de sa vision, de ses enseignements? Est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'apporte quelque chose parce que tu y es encore? Si tu pouvais nous parler un petit peu de tout ça. Bah donc moi, j'avais fait, avant d'entrer, j'avais fait la COP, qui est donc classe d'orientation préparatoire, qui est par contre, elle ouverte seulement aux personnes boursières. Donc c'est un an où tu touches à différents médias donc artistiques et ils t'aident à présenter des concours, donc d'école d'art et de cinéma. Moi, justement, après mes études et tout ça, voilà, la COP venait d'ouvrir à Marseille et je me sentais un peu, je pense que je me sentais un peu plus légitime enfin, j'avais besoin en tout cas de passer par cette case-là aussi pour être rassurée et me dire, ok, est-ce que en fait je peux vraiment de rencontrer d'autres personnes et donc c'était super. Maintenant, ce que l'école propose est franchement inédit en France, hein, dans ce qui existe, parce que tu n'as pas besoin d'avoir le bac pour rentrer à l'école. C'est 3 ans, tu as la bourse pendant 2 ans et la dernière année, tu es en alternance. Donc c'est l'école qui assure ton alternance, donc tu as un salaire tous les mois, donc tu sors avec le chômage. En termes de conditions matérielles, c'est quand même hyper bien. Et puis surtout, les appels à films, toutes sections confondues, peut réaliser. Donc on est tous, que ce soit en scénario, en image, en son, en montage, en prod, tu peux proposer tes films qui ensuite sont pitchés devant un jury, donc une réal et un ou une prod. Et c'est eux qui sélectionnent les films. Moi, ça m'a énormément servi, effectivement, parce qu'en fait, sans ça, j'aurais jamais pu faire les films que j'ai faits. J'en ai fait 2 en première année, en tant qu'exercice, un documentaire sur mon papa et un film de fiction sur un Chibani qui travaille dans une usine et qui a un accident de travail. Et en deuxième année, donc, j'ai réalisé Bimo. Moi, je recommande à tous les jeunes qui veulent faire du cinéma, et surtout qui viennent de nos milieux et tout ça, et surtout qui viennent de Marseille, à
tenter le concours. Après, il y a quelque chose où effectivement, et ça, en fait, l'administration et la direction de l'école en a absolument conscience et elle travaille dessus, c'est que même si tu n'as pas besoin du bac, c'est quand même un long processus de concours. Il y a quand même 3 tours. euh, il faut quand même pouvoir répondre aux questionnaires en ligne. Enfin, donc, il y a quand même ça qui, pour moi, doit être retravaillé parce que pour des personnes qui... voilà, moi, je viens quand même de l'université avant, hein. Donc, bien sûr que c'était bien plus évident pour moi. Mais en fait, tu viens pas de ce parcours-là, comment est-ce que tu fais? Ça peut être très intimidant, tu peux te sentir très vite illégitime. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à simplifier. Et puis aussi l'autre réalité qui, pour moi, concerne les conditions matérielles. Et je sonne comme une marxiste, mais euh, c'est qu'en fait, tu ne peux pas travailler pendant tes études. Et pour certaines personnes, une bourse, ça ne suffit pas. Et donc, il y a aussi de ça. Tu as beau dire que l'école, elle est ouverte et elle vraiment, elle prône la diversité et tout. Et c'est vrai, mais forcément que ça va décourager beaucoup de gens qui, je suis sûre, l'école voudrait avoir en son sein, à, à participer et à tenter. Parce qu'il y a des personnes, c'est ce que je disais, il faut... Il faut se nourrir. Il faut se nourrir et la bourse, franchement, ça ne suffit pas à l'heure actuelle avec l'inflation, avec tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui doivent aider leur famille. Enfin, donc il faut avoir conscience de ça. Mais voilà, moi j'ai fait mes films et j'en parle aussi le plus possible parce qu'en fait maintenant la Cinéfabrique elle a une certaine hype. Donc c'est aussi beaucoup de Parisiens ou de personnes qui sont assez privilégiées, donc même d'autres provinces qui viennent tenter le concours et qui du coup l'ont. Et en fait, Il y a un ça côté peut très agaçant. Hein. bah bien sûr, mais surtout il y a un côté où en fait cette école elle est censée servir à certaines personnes surtout qui n'ont pas le privilège de pouvoir faire d'autres écoles. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui... Parce que là, tu disais... Désolée, ça m'agace énormément. J'ai vu ça dans tellement d'écoles qui, à la base, étaient censées valoriser les personnes issues de certaines minorités, qui n'avaient pas les moyens, qui étaient censées être un tremplin et qui, au final, connaît une certaine hype. Et les gens, ils se disent « Ah, trop bien, et si moi, je vais dans cette école ?» Alors que tu pourrais avoir n'importe quelle école, en fait. Il faudrait, en plus, que tu viennes prendre la nôtre. Est-ce que tu trouves, toi, de ton regard à toi, qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont représentées maintenant? Parce que tu disais, il y a des Parisiens qui viennent, il y a plus de personnes Dans qui l'école tentent. Ouais, dans l'école. Est-ce que tu as eu le sentiment ou l'impression, en tout cas, qu'il commence à y avoir un changement au niveau du public, parmi les étudiants et les étudiantes? Alors déjà, il y a 2 campus. Il y en a un à Lyon et un à Marseille. Moi, je suis pas à Lyon, donc je peux pas parler. Et honnêtement, je connais pas toutes les promos, donc je peux pas en parler. Après, sur Marseille, la diversité reste une minorité. Donc ça, par contre, ça, je peux le dire de source sûre. Et en fait, tu peux être blanc et être prolo, tu vois. Je parle vraiment là de classe sociale. Mais là, en termes de blanchité, c'est sûr que c'est ça qui est complètement majoritaire. Et il y a un problème, en fait, qu'on essaye de prendre à bras le corps avec les élèves et dont on discute et tout ça, c'est que euh, ce qui est très bien, c'est que pour le coup, c'est plutôt les projets des personnes issues de minorités, racisées, prolétaires, qui sont sélectionnés pour être réalisés. Et ça crée des vagues, en fait. Ok. Mais parce qu'en fait, c'est un réflexe de classe. C'est des personnes bourgeoises qui, d'un coup, on leur dit non, mais... Elles estiment que ça devrait leur revenir à elles, en fait. Et en fait, on peut dire ah, mais c'est toujours les mêmes histoires qui sont prises. Ah, mais donc il faut exposer sa misère pour être pris. Enfin, donc c'est quand même des choses qui ne relèvent pas de l'école en soi, mais des gens et de leur propre réflexion, non-réflexion pour le coup, sur ce que sont les mécanismes de classe et de race. Et ça, on est en train d'en discuter, il faut en parler, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se reproduit en permanence et qui est aussi provoqué par un contexte qui est forcément concurrentiel. Parce que oui, on pitch tous nos films, parce qu'ils peuvent être sélectionnés ou non. Et du coup, ce contexte concurrentiel exacerbe des réactions et des mentalités qui, pour des personnes qui se disent de gauche pourtant, tu vois, viennent révéler aussi Un problème, un vrai problème de classe. Et en plus, moi, je pense que la concurrence dans ce milieu-là et dans tout autre milieu peut être bénéfique parce que ça va pousser à bien pitcher son truc, à avoir un petit côté de compétition qui va te booster, tu vois, donner le meilleur. Mais venir râler en pointant du doigt des personnes racisées ou une certaine classe sociale, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on peut ne pas être racisé, faire partie d'une classe sociale, en fait. Oui, c'est vraiment l'intersectionnalité voilà. des luttes, et je le répète, c'est tellement important.
Mais venir pointer ça du doigt en mode ouin ouin ouin, moi en fait j'ai pas été sélectionnée parce que je coche pas ces cases-là, bah, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, ne pas réfléchir. Parce que ce qui est évalué, Ah, mais c'est un c'est le impensé contenu. politique. C'est Mm. un impensé politique qui, malheureusement, franchement, a des contours racistes et classistes. Et je trouve ça, ouais, Et tu disais tout à l'heure, dommage. on en parle, on essaie de changer. Donc quand tu disais on, c'est quoi? Est-ce que parmi les étudiants, les étudiantes, vous vous rassemblez entre vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt fait de façon informelle ou est-ce que c'est formel? Est-ce qu'il y a des temps de discussion? Voilà, comment c'est mis en place? Alors, moi, pour ma promo, c'était pas formel, c'est pas passé par l'administration, la pédagogie. Pour le coup, pour les promos d'en dessous, je crois que c'est le cas et qu'il y a une prise en charge qui est en train d'être faite, ce qui est très bien. Après, je pense que quoi qu'il arrive, il faut aussi que nous, entre élèves, on puisse prendre ça en charge. Et de manière aussi informelle. Donc ça, c'est l'idée. On a envie de se regrouper, mais aussi, en fait, pour avoir des outils. Et parce que, en fait, moi, je considère que ce genre de réflexes et de pensée viennent de l'ignorance et viennent vraiment du privilège. Donc, il y a quelque chose où pouvoir être ignorant, c'est aussi un privilège. Et ignorer certaines choses, bon, parce qu'elles te touchent pas. Ok. Euh, Et du coup, l'idée, c'est à la fois d'avoir un espace solidaire et de pouvoir parler, mais aussi derrière ça, d'avoir des outils que les gens puissent avoir pour ensuite créer des médiations, créer des vrais dialogues et sensibiliser les gens sur ça, tu vois. Et ne pas, en fait, être chacun dans son coin qui vit cette injustice, qui vit des propos qui sont racistes et classistes et qui doivent les subir tout seul, tu vois. Parce qu'en fait, on peut vite en faire une affaire individuelle. Mais ça n'en est pas une, c'est systémique ce qui se passe. Et là, à l'échelle d'un microcosme qui est une école, ne t'inquiète pas que tu vas le retrouver à l'extérieur aussi après. Donc plutôt, je pense qu'on est formé aussi à ces questions-là, qui en fait sont absolument politiques. Et plutôt, on saura aussi comment réagir, comment s'organiser, comment pouvoir faire front, comment démanteler aussi certains systèmes. Donc voilà. Ça me rappelle un petit peu les ateliers qu'on était venus faire, justement avec le jeu opinion. Après, je sais pas dans quelle mesure ils avaient continué l'école à faire venir pour des sessions, mais effectivement, oui, avoir des outils du débat, des outils de réflexion aussi, avoir une parole collective, parce qu'on a notre propre pensée individuelle et comme tu disais, c'est facile en fait de se sentir directement attaqué, alors que comme tu disais, c'est systémique en fait. Et est-ce que tu as l'impression du coup que ça fait avancer un peu les choses d'en parler? Est-ce que dans les deux côtés, des deux sens, il y a du dialogue? On Je n'y est pense pas encore. Ouais, vous n'y êtes pas encore. On n'y est pas encore. Bah, j'espère que vous y serez bientôt parce que c'est Ouais. important et c'est bien aussi, comme tu dis, que ça vienne des étudiants et des étudiantes. Parce que déjà, une administration, une pédagogie ne pourra pas toujours être là et tout voir. Ah, Parce complètement. Et parce puis, qu'elle c'est des jeux de. Enfin, c'est entre élèves aussi. Ouais, ouais, et puis voilà, c'est comme tu dis, c'est vraiment. Ça peut être entre deux personnes, entre trois personnes, on peut pas toujours tout voir. Bon, au-delà de l'école, merci d'avoir répondu pour la Cinéfabrique. Tout à l'heure, tu parlais de tes productions. Donc, tu m'as dit que tu as produit quelque chose sur ton papa, un documentaire sur ton papa et une fiction sur un Shibani qui s'est blessé au travail. Et du coup, j'allais te demander, ça faisait partie de mes questions, entre la fiction et le format documentaire, pour toi, quel outil te permet le mieux de transmettre des messages? Déjà, je me dis pas que je transmets des messages parce que je me dis, euh, je veux juste raconter quelque chose, mettre en scène une situation, des contraintes, une réalité, des sensibilités. Et ça, si c'est bien fait par soi-même, ça parlera aux gens, tu vois. Mais je veux pas que ce soit un étendard de regarder. En fait, la réalité, c'est que nos vies sont politiques. Donc, in fine, tu vas recevoir quelque chose de ça et avoir une conscientisation de quelque chose. Mais je pars pas du principe que c'était quoi ta phrase exactement? Non, en fait, je pense que j'ai compris ce que tu essayais de dire. C'était pour savoir si ma phrase exactement, c'était entre la fiction et si tu veux le documentaire, qu'est-ce qui t'aide le plus à transmettre un message? Mais effectivement, oui, je pense pas que tu sois porteuse de message parce que tu veux porter un message, mais tu l'es quand même sans le vouloir. En fait, c'est ça, c'est ça. Et je voulais savoir en fait, quel outil t'inspire le plus, te permet de transmettre le plus, et au-delà du message, transmettre qui tu es en fait. Tu vois, c'est ça aussi. Complètement. Bah, pour ce truc de transmission, je pense que j'ai commencé par le documentaire parce que c'était notre premier exercice à l'école en première année. Il fallait faire un documentaire.
Et que moi, j'avais choisi donc de parler de mon papa qui était agent de sécurité à la gare Saint-Charles, qui faisait partie de tous ces hommes oranges qu'on ne voit pas. Et j'avais eu la réflexion durant l'été, parce que moi, je bougeais énormément. Je prenais beaucoup de trains, j'avais ce privilège-là de mouvement, et je laissais toujours mon père sur le quai de la gare. Et, hum, et tous ces hommes qui étaient avec lui et qui travaillaient avec lui étaient tous immigrés. Tous des gens qui ont eu un grand départ et puis ensuite qui sont restés. Et nous, leurs enfants, on est là, on est dans une mobilité, enfin. Et j'avais l'impression que tous ces hommes étaient juste piégés dans un sorte de paquebot immobile où les enfants vont et viennent. Et en fait, j'ai tenté de le convaincre pendant des mois pour faire ce documentaire, et il a fini par lâcher par lassitude, quoi. Ouais, tu l'as eu à l'usure, Ouais, quoi. je l'ai eu à l'usure. Je le voyais grave venir, ça. Tu l'as eu à l'usure. Je l'ai eu à l'usure, et du coup, on a fait ce documentaire avec Noux Marquez et Emma Escat, dont vraiment, enfin, que je remercie du fond de mon cœur, parce que j'aurais jamais pu faire ce documentaire sans ces deux personnes-là, qui ont été très formidables, hyper à l'écoute, et donc que mon père a adoré d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment ce trio-là qui est allé suivre mon père dans son travail. Emma a fait de l'animation, parce que du coup, c'est un mi-animation, mi-prise de vue réelle, mais aussi de l'animation, parce qu'en fait, il y avait certaines images qu'on ne pouvait pas avoir, ou aussi par pudeur, que mon père racontait. Donc, c'était aussi une manière de venir trouver voilà, tu vois, un autre média pour raconter ces choses-là. Et le documentaire, donc, c'est très fort parce que ça parle tout de suite. C'était une sorte de conversation avec mon père aussi. Et j'en ai pas refait depuis. Je suis vraiment passée à la fiction, un peu aussi parce que c'est les exercices de l'école. Et, et pour moi, les deux sont hyper importants. Les deux se répondent à des manières, de manières différentes, et, et touchent différemment. Mais c'est vrai que dans mes fictions, j'essaye au maximum de mettre quand même du documentaire. Je sais que, bah, comme dans Bimo, par exemple, en fait, il y a beaucoup de situations, c'est aussi, à l'impro, c'est aussi être en capacité de suivre les comédiens, les non-comédiens dans ce qu'ils ont envie de proposer, et en fait, dans ce que je raconte, être aussi au plus près de la réalité. J'ai Donc oui, il y a une forme documentaire aussi dans ces fictions-là. Moi, il y a un truc qui m'a touchée dans ce que tu as dit par rapport à ton papa et par rapport au poste qu'il a, en fait. Un truc qui revient souvent et qui revient avec mon papa aussi, du coup. C'est ce côté du papa agent de sécurité, papa étranger agent de sécurité. Parce que c'est un poste, en fait, Moi, un jour, j'ai eu cette réflexion-là. Je sais pas, je rentrais dans un magasin et je me suis dit, mais en fait, je vois jamais quelqu'un qui n'est pas racisé en train de faire la sécurité. Mais genre, jamais. Ou alors, je rigole parce que j'ai des amis albanais, tu vois, c'est pas l'Algérien, c'est pas je sais pas moi, le Guinéen, Sénégalais, c'est un Albanais, tu vois. Et en fait, ça m'a fait me questionner sur plein de choses, tu vois. De comment aussi on en arrive à avoir des métiers qui sont attribués à certaines personnes. Comme tu disais tout à l'heure, on veut te voir dans certaines cases. Et ça, je le vois aussi. J'ai mon compagnon, il est guinéen. Quand il est arrivé à Marseille, les premiers métiers qu'on lui proposait, c'est ah, mais toi, tu serais parfait pour faire la sécurité, en fait. Tu serais parfait devant un bar pour dissuader le blanc qui vient boire un verre, tu vois. C'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on vraiment projette ça. de nous, en fait. Mais c'est vraiment ça. Et moi, c'est vrai que je me suis rendu compte que. On est les sauvages. Moi, quand je rentre dans un magasin, pour moi, je suis en mode salut tonton, ça va, tu vois. Et un jour, j'ai entendu des gens dire mais moi, le grand Renoir baraqué là, de la boîte, il me fait super peur. Je me dis, mais genre, il te fait peur parce qu'il est noir ou parce qu'il est baraqué? Parce que je suis pas trop sûre de comprendre, tu vois. Et je pense qu'il y a un truc comme ça il y a des métiers qui sont vraiment représentés. Ou alors, il y a un truc de. Je le vois aussi avec les agents d'entretien, tu vois. Mais ça, c'est nous assigner, en fait, à une place, et il y a une représentation aussi. Et on n'a pas le choix de l'apprendre parce qu'en fait, il faut gagner de l'argent. Et qu'en fait, c'est les choses qu'on peut avoir le plus facilement. Et pour tellement de gens qui, en fait, ont dû laisser des postes à haut niveau, des postes hyper... Moi, mes parents étaient profs en Algérie, tu vois. Et donc, il y a aussi un truc de déclassement. Et quand t'arrives, et de comment tu gardes ta dignité. Et pourtant, qu'est-ce qu'on est digne? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est digne. Mais moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup travaillé justement pendant le tournage des Hommes Oranges, c'est que ces hommes-là, qui sont tous immigrés, qui se retrouvent dans cette posture d'agent de sécurité, ils doivent chasser de la gare
les migrants Mmh. qui viennent essayer de se poser à la gare. Bah, Des il y plus a jeunes, c'est eux-mêmes, enfin, c'est comme s'ils se regardaient eux-mêmes dans le... Enfin, aussi, du coup, ça les met dans des postures de déloyauté, enfin, oui, c'est tu tellement es pointé du complexe. doigt comme contre ta communauté et ça, c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que là, je te donne un exemple dans les bars, mais mon compagnon, en fonction des bars où il a travaillé, il a déjà eu la consigne de limiter les Noirs et les Arabes. C'est un truc de Enfin, fou. c'est un Renois, quoi. Et il s'est retrouvé face à d'autres Renois qui disaient mais t'es raciste. Je dis ça parce que je suis noire. Et du coup, mais en fait, c'est plus la personne là qui parle, c'est la personne qui a un rôle et qui doit bloquer ça. Et je pense que oui, c'est franchement injuste parce que c'est utiliser une communauté pour frapper sur la même communauté, tu vois. C'est plus facile, Bah, diviser pour mieux régner. diviser pour mieux régner. Et en plus, il y a aussi ce truc de ah mais ça va, toi tu vas les comprendre tes frères en fait, parce que c'est vraiment ça. Il y a un truc de ouais mais toi je vais te mettre en train de faire la sécu parce que tu comprends s'ils viennent faire le bordel, ben en fait tu peux parler avec eux. Alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est enfin comme si en fait avoir une couleur de peau se ressemblait vaguement, tout le monde est pareil, tu vois. Et ce truc-là, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et je pense que, je sais pas pour ton papa ce qu'il en a pensé, mais je pense que ça devait être cool aussi pour lui d'être valorisé autrement. C'est exactement ça. Moi, c'est vraiment ça que j'ai senti. Genre, d'un coup, au début, il était gêné, évidemment. Mais en fait, ça te fait un peu genre, ok, on a envie de m'écouter, on a envie de... Même ses collègues, c'était trop excité, tout, on a envie de m'écouter, on a envie de me voir. Enfin, il y a aussi quelque chose de... Et en plus, ce qui est le paradoxe ultime, c'est que ces hommes oranges à la gare sont les gars les plus invisibilisés, tu vois. Les gens les croisent, les voient pas. Et eux sont là, ils observent tout le monde alors qu'ils pas. Et il me disait, je te jure, je porte du orange. On peut me voir Je d'en haut devrais être d'une super montagne, flashy, mais quoi. en fait, personne me regarde. Donc, donc oui, en fait, poser aussi une caméra et poser un regard sur quelque chose, c'est un acte politique en soi. Et c'est une manière de faire exister, de donner la parole. Et c'est déjà très puissant comme geste, quoi, en soi. Donc même pas de se dire, je vais passer un message. Enfin, déjà, ouais, c'est un acte en soi. Ok, on en arrive à Bimo alors. Bimo le gâteau. Ouais, le petit gâteau algérien, ça m'a fait rire le titre. Ça m'a fait rire aussi d'entendre. J'ai vu une interview que tu avais fait où t'expliques justement que c'est ça. Et quand j'ai regardé le docu, j'étais en mode bah oui, les gâteaux quoi. Comment il est né, Bimo? Ça vient d'où? C'est parti de quoi? C'est quoi le point de départ? Qu'est-ce que tu as voulu raconter? Enfin, c'est quoi? C'est ton bébé un peu, tu vois, genre, il est né comment ton enfant là? Ah bah déjà, grossesse imprévue, quoi. Non, vraiment, pour le coup, c'est pas du tout... Donc, c'est l'été de la fin de la première année. On sait qu'à la rentrée, on doit présenter un film. Et moi, j'avais cette histoire. Je sais que je voulais parler d'un truc, c'était effectivement la revente de cigarettes à Marseille. Parce que le nombre de familles, le nombre de jeunes qui, franchement, s'en sortent grâce à ça au début, et qui pourtant est très mal vu, même au sein de notre communauté. Euh, Et voilà, moi, intimement, c'est quelque chose que j'ai connu, enfin, pas moi qui l'ai fait, mais dans la famille. Et ça nous a sauvés. Pendant un moment, franchement, ça a ramené à manger, quoi. Donc voilà. Et j'avais envie de parler aussi, donc moi, la fraternité, les rapports frères-sœurs ou frères-frères sont très importants dans ma vie, dans ce que j'ai envie de raconter. Donc j'avais un peu ces pistes-là. J'avais envie de montrer un écosystème aussi de Marseille qu'on voit rarement et vraiment full algérien, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que plein de gens qui ont vu le film étaient persuadés que ça se passait en Algérie ou en Tunisie. C'est l'impression que ça donne au Bah début. oui. Mais en fait, non, c'est Marseille. Et justement, quand t'as quelqu'un qui le fait, qui est concerné par les questions, tu sais, ça devient tellement algérien que les gens ils sont en mode, mais ça peut pas être en France. Genre, ah, si, si. Ça s'appelle, ouais, bref, un écosystème. Et donc au début, j'avais ces choses-là que je voulais raconter, c'était un peu flou. Et puis j'ai posé une première histoire qui ne ressemblait à rien du tout de ce que c'est devenu. Le film a été, donc je l'ai pitché, il a été sélectionné. Et après, on est passé 3 semaines en écriture. Et c'est vraiment en écrivant que j'ai trouvé la forme de mon film, ce que je voulais raconter, avec Max Ramier notamment, qui était le co-scénariste. Et puis, initialement, c'était l'histoire de deux frères. Moi, je voulais raconter aussi ce truc. J'aime bien raconter la masculinité aussi, en fait, dans nos communautés. Aussi, je trouve que c'est important que les femmes parlent des hommes. Euh,
Et je pense aussi, surtout, que c'est dur encore pour moi de parler de 2 femmes maghrébines parce que c'est trop proche, quoi. Et et voilà, donc c'était ça pour moi le début, c'était raconter mais c'était à peu près la même histoire, hein. C'était 2 frères, qui sont pas dans qui sont dans 2 situations très différentes. L'un arrive après l'autre et ça va, voilà, mettre en péril sa vie. Et au moment de passer au tournage, moi je voulais absolument tourner au marché des Arts Navaux aussi, moi c'est un lieu avec lequel j'ai grandi. Enfin, c'était une manière aussi de rendre hommage, en fait, aux différents quartiers que non pas seulement moi, mais tellement d'autres gens ont traversés et de rendre hommage, de donner une belle image et de putain que les gens ils pensent pas au marché des Arts Navaux, ils pensent à la scène, Bac Nord là, ça me tu vois? Il y a vraiment autre chose et il y a autre manière de faire et en fait, heu, la dernière semaine de prépa, on est sur du sur, la plus grande impro qu'il faut faire, quoi. Vraiment, on perd le décor, donc on peut pas le tourner à l'intérieur du marché des Arts Navaux. On perd l'acteur principal qui peut pas finalement faire le film et tout ça, on est à 3 jours du tournage. Donc ouais, c'est très sportif et là, il faut se relever sur ses appuis et je pense qu'il y a un truc, un avantage que tu as quand tu as grandi à Marseille et aussi en vrai dans des lieux un peu conflictuels et où c'est toujours La un peu la galère. débrouillardise. Tu dit quoi? La débrouillardise. La Être débrouillard. débrouillardise et l'adrénaline face aux problèmes. Moi, ça, je me rappelle, ça m'a rendu comme une ouf. J'étais en mode, ok les gars, c'est pas grave, on y va. J'étais comme une folle. Vraiment, c'était mon shot à moi, alors que je me disais merde, tout se casse la gueule. Mais j'avais, dans les repérages qu'on avait fait, je m'étais trop bien entendue avec un gars qui avait un café qui m'avait plu. J'étais en mode, oh, si jamais on rajoute une scène, on tournera dans ce café-là. MDR. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le mec, Mohamed. Je le remercie. Et je lui dis, écoutez, on a une enveloppe de 300 € pour un jour de tournage, tu vois, est-ce qu'on peut venir tourner dans votre café? Il m'a dit, non, il n'y a même pas d'argent, viens, quand tu veux. Incroyable, donc ça, on débloque ça, on se dit, ok. Et puis surtout, pas de personnage masculin. J'essaye de passer d'autres castings, de voir d'autres gars et tout, parce que le petit frère, il reste. Mohamed Bouchoucha. Grand, grand big up à Mohamed. Pour moi, mais le plus grand acteur de sa génération et je veux tellement qu'il continue à faire des films. Je sais qu'il en a le désir, mais pour moi, j'ai rarement, rarement vu ça chez quelqu'un. Il est très, très fort et ça a été une rencontre magnifique au-delà du professionnel. Et donc, il y avait Mohamed, donc il fallait aussi que le grand frère fasse un match avec lui. Et puis, en fait, c'est le chef opérateur qui a eu l'idée de dire ah, mais en fait, vous avez un peu le même regard avec Moha, peut-être que tu devrais jouer. Et là, on se regarde avec la script. Emma Escat et Alma, la productrice, en mode oh non, putain, je vais pas jouer dedans. Enfin, la galère que ça va être, quoi. Et en fait, on n'a pas le choix. Donc, je me dis ok, let's go. On fait ça. Donc, avec Emma, qui est la script, on réécrit le film. Enfin, on repense un peu le film. Je réécris à balle et tout pour que ce soit une grande sœur. Et lundi, on tourne. J'ai même pas le temps de répéter avec mon acteur. Enfin, on répète juste vite fait les cascades de la dispute de la fin. On fait les costumes, c'est Emma qui s'en occupe. Enfin, on est vraiment dans un rush et une adrénaline, quoi. Le film, on le tourne en une semaine. Il y a plein de choses qui ont dû sauter malheureusement de scène, mais il y en a d'autres qui ont été rajoutées, notamment avec Samira Cheranti, qui joue l'amie, et qui viennent en fait apporter une vraie fraîcheur au film. Ça, c'était pas écrit, on l'a rajouté sur place. Donc voilà, c'est un film qui est... Et puis, faire un film quand même en arabe, avec une équipe complètement francophone. Ça, franchement, ça a été vraiment beaucoup ce film parce qu'à la fois, il fallait être devant, il fallait être derrière, il fallait être médiatrice aussi de communauté parce qu'on se retrouve quand même à l'Estac, aux Arts Navaux. Je suis la seule rebeu. En fait, je fais aussi médiation et connexion, quoi. Donc, c'était très, très épuisant pour moi. Je vais pas mentir. C'était vraiment compliqué parce que j'aurais aussi voulu être là pour mon équipe comme j'aime le faire et qu'en fait, quand tu es à tous les fronts, tu ne peux pas l'être. Donc, tu as aussi certaines maladresses. Voilà. Et on en ressort tous complètement épuisés. Mais n'empêche, on attaque le montage avec Emma Escat, toujours. C'est Cette meuf, je l'aime vraiment beaucoup et elle fait des choses extraordinaires. Et on attaque le montage et on est complètement à bloc, quoi. Donc, on reconstruit le film à partir de ça, de ce qu'on a tourné. On le fait vraiment à deux. Et ce qui se passe ensuite pour lui, là, sa diffusion et Cannes, Arte, Côté Court et tous les festivals. On va y venir. On va y venir. Je reviens juste sur 2-3 choses, parce qu'il y a des trucs que tu as évoqués, que j'allais te demander, donc c'est trop cool aussi. Justement, j'allais te dire, ça devait être un sacré défi pour toi
d'incarner le rôle d'une femme maghrébine à l'écran. Je pense que c'est très proche aussi. Donc c'était une des questions que j'allais te poser. On peut en parler un peu plus après si tu veux. Et aussi, il y avait cette question d'être actrice et réalisatrice. Je me suis bien doutée, enfin surtout Yanis qui a eu l'idée de cette question aussi. On s'est bien douté que ça a dû être un sacré défi ça, d'alterner entre les deux rôles. Et qu'est-ce que c'est être à la fois l'actrice et la réalisatrice, tout ce que ça engendre, tout le stress, comme tu disais, l'envie d'être avec ton équipe, mais en même temps t'es obligé d'être de l'autre côté de la caméra. Ouais. Donc voilà, ça c'est... Maintenant que t'as fini de tourner, que le film a été sélectionné, comment tu te sens d'avoir réussi à faire ça? Comment je me sens d'avoir fait ça? Bah franchement, ça m'a coûté, mais j'en suis trop fière. Ça m'a beaucoup coûté. Et je pense que ça a aussi coûté à des gens de l'équipe, parce qu'en fait, voilà, t'as envie d'avoir ton capitaine de bord qui soit là, et à d'autres moments, c'était quand même compliqué. Et puis aussi, tu sais, t'as à fleur de peau, tu joues des émotions hyper intenses, et après, il faut dire couper et aller voir les gens de l'équipe, donc des fois, t'es à fleur de peau. Enfin, en fait, c'était vraiment pas évident, mais n'empêche que c'était une des expériences les plus exaltantes de ma vie. Parce que je pense que je marche aussi beaucoup à l'adrénaline et à... Et, et là, pour le coup, j'étais dedans. Et en fait, je pense qu'il y avait un truc où, putain, j'ai compris, enfin, impossible de ressentir plus ton film qu'en jouant dedans, quoi. Ça, c'est un truc de fou, tout ce que ça traverse, les questionnements. Du coup, c'est aussi en étant dedans, en fait, que je me suis dit, en jouant le personnage de Siam, que je me suis dit, mais attends, mais cette meuf, elle peut pas avoir de pote. Elle est où sa pote? Enfin, il lui faut quelqu'un. C'est trop seul, là. Moi, j'ai envie de mourir. Enfin. Et du coup, je me suis dit, Samira, en fait, qui était interprète sur le tournage, qui aidait à la traduction pour la script pour Emma, je lui ai dit, Sam, est-ce que tu veux jouer? Et on se rajoute 2 scènes, là, viteuf, tu me lisses les cheveux, et à la fin, on part en scout. Et on savait pas dans quel ordre, d'ailleurs, on allait monter ça, tu vois. Mais tu vois, donc c'est quand même en étant à l'intérieur que tu sens certaines choses. Et ça, c'est un truc que j'espère pouvoir continuer à ressentir et à faire, même en ne jouant plus dedans. Et franchement, c'était compliqué, mais trop contente. Ouais, donc tu disais, fallait une amie, t'as vécu le rôle, tu te dis putain, elle est trop seule, il faut un petit moment. Moi, j'ai bien aimé ce moment, je trouvais qu'il y avait une intimité Complètement. dedans qui est très agréable à regarder et qui pose aussi le cadre, qui pose l'ambiance. Et puis, je voulais juste rajouter un truc. Je pense que c'est quand même aussi... En fait, il faut avoir confiance en son équipe, en fait. Parce qu'il y a plein de moments, moi, je pouvais pas aller voir le combo, tu vois, on manquait de temps, il fallait enchaîner. Et donc ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais vraiment une équipe sur qui je pouvais compter et en qui j'avais confiance et qui, je pense, avait vraiment compris et cerné le film aussi. Euh, et aussi parce que je te disais, donc tu sens de l'intérieur des scènes, donc il y a des choses, j'étais en mode là, je sens que c'est bon. Si Emma, la script, me disait que ça allait pour elle, le combo, pour les trucs techniques, pour tout, bon, bah on passait à autre chose et j'avais pas besoin de la revoir, tu vois. Justement, sur la question technique, on se posait la question de comment t'avais choisi ton équipe, si t'avais l'habitude de travailler avec Ah non, c'était eux. imposé. C'était imposé. C'est fou, ouais, mais j'ai eu beaucoup de chance, c'était imposé et en fait, beaucoup. C'était un pari risqué, ça, un peu. Très risqué, ouais. Ok, et finalement, t'as trouvé une super bonne dynamique. Ah ouais, c'était fou. Franchement, c'était fou. J'ai adoré cette équipe, j'ai adoré ce tournage. C'était l'équipe qu'on t'a envoyée alors. Grave. On a trouvé l'esthétique très belle et très travaillée. C'était quoi tes directives à toi au niveau des photos, vidéos, de l'image, etc. Bah, assez rapidement, je vous disais, je voulais vraiment bosser. Bah, déjà, les cartouches, en fait, c'est rouge et blanc. Donc, il y avait un truc avec les couleurs primaires à partir des cartouches. Il y avait un truc aussi où je voulais tourner au marché des Arnavaux, donc tous les étals de fruits et légumes. Je voulais vraiment quelque chose de très contrasté, avec des couleurs assez vives. Donc ça, j'en ai rapidement parlé avec le chef opérateur et on est vraiment tombé sur une idée ensemble. Et puis surtout, Salomé Chamek, qui est la chef décoratrice, a aussi fait un travail de moodboard qui était génial parce que c'est elle aussi qui a eu l'idée du vert dans la chambre. Et en fait, il y avait des vraies propositions texturées, colorimétriques qui se répondaient entre l'image et la déco. Et donc ça, c'était vraiment cool, quoi. On en est vraiment parvenu là. Et aussi que chaque séquence, elle a un peu son ton de couleur, tu vois, dans les lieux de travail. Enfin, c'est le chef opérateur qui a eu l'idée de la couleur rouge dans la pièce l'antichambre, là où elle trouve les cartouches et tout ça. Et en fait, les couleurs parlent aussi, donc elles disent aussi un danger imminent, elles disent une pièce aussi qui regroupe les tensions. Donc ça, c'était vraiment cool. Ouais, voilà. Ouais, c'est à propos du coup du son et de la musique. Comment tu l'as travaillé et
comment tu l'as mis dans la mise en scène et qu'est-ce qu'elle apporte au film pour toi? La musique? Ouais, et même le son, parce qu'il y a un moment où du coup on n'entend plus les dialogues, il y a que le son Ouais, qui passe. complètement. Tout ça, c'est arrivé en post-prod. C'est Nance Seydon qui a composé la musique. Et vraiment, je le remercie encore parce qu'en fait, non mais c'est zinzin. On a fait ça, je crois, en 30 minutes dans un audit de mixage où il était en train de mixer le film, justement. Et on s'est dit, vas-y, on fait la musique pour la fin. Et je lui disais que je voulais un peu un truc orchestral, quelque chose aussi. Ouais, j'ai vraiment grandi avec des blockbusters et tout, donc j'aime bien ces grands trucs d'orchestre. Et je voulais ça pour la fin. Et du coup, en fait, il m'a fait écouter plusieurs notes et il écoutait un peu mes désirs et il les mettait. Et vraiment, comme ça, en créant quelque chose et on en est arrivé à la musique assez intuitivement, assez rapidement, vraiment dans une communication hyper fluide. Moi, j'adore travailler avec Nance. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de chance. J'aime vraiment travailler avec toutes les personnes que j'ai vues sur ce tournage. Et, et ensuite, il y avait aussi Antoine Béranger, qui est le monteur de son du film, qui m'avait fait aussi de super belles propositions pendant le montage, de vraiment comment est-ce qu'il a mis certaines ambiances, comment est-ce qu'il a créé aussi certaines transitions qui marchaient beaucoup. Et en fait, c'est au mixage, parce que Nance, pour des raisons pédagogiques, en fait, a fait la moitié du mixage et c'est ensuite, enfin le début, et ensuite Emma Vielfort a repris le mixage. Et c'est en étant avec elle, on voyait qu'il y avait certains trucs de mise en scène qui marchaient pas. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a des moments pour vraiment comprendre qu'on est avec elle dans sa tête. Et si on enlevait un peu le son et on créait une sorte de bulle autour qui serait... Bon, j'aimerais que ce soit un peu plus peaufiné, mais on avait vraiment une deadline aussi avec tous les rendus, Cannes et tout. On était très pressés. On n'avait pas forcément les audits à disposition quand on voulait, et les gens non plus. Donc voilà, c'est vraiment venu, et notamment la fin, pour la dispute avec le patron. Il y avait quelque chose où je trouvais que c'était trop dit, et ça pouvait vite paraître faux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait... Ça, c'est une idée d'un de mes intervenants qui me l'a donné quand on l'a projeté à Lyon, qui me disait, mais je crois qu'en fait, on n'a même pas besoin d'entendre ce qu'ils disent. Enfin, on comprend tout. Et donc, voilà. Ça fait très assourdissant. Mm. Je me rappelle que quand je l'ai regardé, enfin, je sais pas toi, mais d'un coup, je me suis dit, putain, il y a un bug de son. Et on cherche et tout. Et c'est aussi ce qui se passe, en fait, quand tu vis un truc de ouf. Ouais. Tu sais, Et tout se coupe autour de toi. C'est ça. Je me suis dit, c'est le truc assourdissant de quand d'un coup, t'es submergé, t'as les oreilles qui sifflent. T'entends plus rien, en fait. T'entends plus rien. Et en fait, j'ai trouvé ça, pour ma part, je sais pas ce que t'en as pensé, Yann, l'histoire. Je me suis dit, putain, c'est hyper réaliste. T'es plongé dans l'émotion du truc. Ah, c'est trop cool. Avant de poser des questions sur la sélection à Cannes et tout, plus un avis perso, enfin un ressenti perso, j'ai eu l'impression de rester sur ma faim parce que je m'étais attachée au personnage. Tout le monde me dit ça. Et Ça, du coup, que ça soit plus long. Et du coup, j'étais en mode quoi? En plus, moi, pour te dire, le malentendu qu'il y a eu, des bisous à Mila parce que je la cite là. Mila a écrit à Omar m'écrit, malentendu entre les deux, ça passe d'un court-métrage à une série. Et moi, je me dis, ah, trop bien, une série sur Arte et tout. On est dans le train, on se dit, bah, vas-y, on commence la série maintenant. Et tu sais quoi? Inch'Allah, hein? Ouais, c'est clair. T'es en train de. Moi, je suis en train de te dire, il y a un truc truc là, tu vois, je suis en train de te le manifester. Mais parce que je suis restée sur ma faim. Parce que le décor, le rythme, les personnages. En fait, moi, je me suis sentie bien, tu vois, je me suis sentie dans une zone de confort. Et je me suis dit, mais ça se termine déjà. Ah, ça me fait plaisir. Et donc, je sais pas si c'est ce que tu as ressenti toi aussi, Yanis. Mais il y a eu un peu une frustration de. Ah, c'est fini. T'as envie de les suivre, ouais. Ouais, t'as envie de les suivre, ils t'emmènent avec toi. Ouais. Même s'il y a des moments, tu vois, qui m'ont un peu crispé et tout, parce que c'est aussi ce que ça montre, ce que ça évoque. Mais j'avais envie de les suivre, tu vois, et je me suis attachée aux personnages et un peu à leur univers. Et voilà, s'il y a une suite à venir, je pense qu'elle peut marcher. Ça me fait trop plaisir. C'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit ça, genre en mode putain, mais on reste sur la fin, enfin, on a envie de. Et en fait, il y a les conditions de production, tu vois, t'as qu'une semaine pour tourner, tu voudrais faire plus, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'écriture au montage avec Emma, où on s'est beaucoup questionné sur la fin, et en fait c'est vrai que c'est une fin ouverte, c'est une fin totalement ouverte, mais c'est aussi parce que en fait, ce genre de vie, ce genre de moment de vie, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de point final. En fait, ça peut pas être un format court-métrage comme on a l'habitude de le voir, parce que ça ne correspond pas aussi à la réalité de ce que je veux raconter. La vie continue. Et oui, en fait, dans un monde parallèle, il y a Sihem et Sam qui continuent, et il y a Shams aussi qui fait sa vie. Je sais plus quel réalisateur avait dit ça, je crois que c'est Lynch, et ça m'avait tellement marqué. En plus, à cette époque-là, je faisais pas du tout du cinéma et tout, mais j'adorais ce qu'il racontait sur le cinéma et les personnages. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu écris une histoire, à partir du moment où tu transposes ça à l'écran,
en fait, ils deviennent vivants et ils ont une vie à eux. Et ce film existe à part entière dans des univers parallèles, dans une sorte de métaverse où eux, ils sont et continuent à vivre leur truc. Et je crois que j'adore croire à ça. En fait, on ne fait que. Enfin, que tous ces personnages. Moi, je lisais beaucoup, beaucoup de livres quand j'étais enfant. Ça a vraiment été mon refuge, ma manière d'apprendre le français. C'était vraiment. Le livre des mondes était. Enfin, le monde des livres était le mien. Et en fait, je pense que ça me vient aussi de là. J'adore me dire que ces personnages, ces gens auxquels tu t'attaches, ces histoires et tout, existent quelque part dans une nébuleuse qui est autour de nous, de la fiction. Et, hum, et je pense que c'est ça, en fait. On les a laissées et elles sont quelque part. Et tout le monde aimerait effectivement les rattraper pour leur dire, mais non, attendez, vous allez où? Je suis assez d'accord. Je pense que c'est pour ça que parfois on est frustré quand on nous dit que c'est la fin d'une série, c'est la fin d'un film quand un personnage meurt. Enfin, il y a des fois, je suis super triste pour des personnages, tu vois, parce que. En fait, je pense qu'à un moment donné, tu as des acteurs parfois qui sont tellement forts qu'ils incarnent un rôle où quand tu les vois, tu dis ah, mais toi, t'es. Enfin, c'est une personne, tu vois, il n'est pas cette personne dans la vraie vie, mais il a réussi à tellement bien l'incarner que toi, dans ton ressenti, tu vas le voir comme le rôle qu'il a eu. Et je pense que ouais, c'est un truc de, comme tu dis, un peu un métaverse euh, où ces persos, ils existent et à tout moment, bah, tu peux aller les récupérer Mm. et leur faire vivre une nouvelle histoire. Mm. Ou alors, tant, ils seront jamais récupérés, ou alors ils seront réinventés, tu vois, un peu peaufinés différemment. Mm. Et ça, c'est cool aussi, ça marche dans le cinéma, mais ça marche dans l'écriture, comme tu dis, par rapport au livre. Ça aussi, tu peux écrire, je sais pas combien d'histoires sur un personnage, l'oublier, le reprendre, le faire mourir, ressusciter. Enfin, je veux dire, c'est tellement cool aussi d'avoir cette liberté-là sur le plan artistique. Tu veux faire une dernière question? Sur ta sélection à Cannes, tu as été sélectionné dans la catégorie La Cinef, qui sélectionne 13 fictions et 3 films d'animation parmi 2700 films, je crois. Quoi- Qu'est-ce que tu as ressenti et comment s'est passée la sélection pour toi? Non, mais alors déjà, donc on fait une projection de ces films-là en décembre avec toute la classe. Et il y a Bimo qui est montré, il y a d'autres films, notamment Seul Salim de Yanis Conduchet que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et et je sais pas pourquoi je me prends un coup d'insécurité. Je me dis: «Bon, écoute, il est vraiment pas bon, c'est pas grave, t'auras fait, c'est un exercice, on va le mettre dans le tiroir». Vraiment, je me suis dit ça. Je me suis dit: «On s'arrête là». Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment ça m'a je sais pas, je crois que j'étais trop vulnérable, je crois que j'avais trop bossé dessus, j'avais plus de recul et tout. Et c'est Alma Cor, la productrice, qui m'a dit: «Écoute meuf, de toute façon là, il y a pas de deadline qui arrive à part Cannes. Il y a aucun festival». Elle me dit: «Envoie-le». Je suis en mode: «Putain, mais qu'est-ce qu'on va l'envoyer et tout?» Et en fait, elle insiste et elle me dit: «Non mais écoute, on perd rien. En plus, c'est gratuit, tu qu'à mettre ton lien». Enfin, c'est vraiment le truc le plus simple au monde, quoi, pour postuler. Et donc on le fait et t'oublies, quoi. Enfin, la vie, elle continue. En plus, on enchaîne sur des tournages. Janvier, c'est hyper intense. On travaille au Baumettes, on fait des films avec eux, c'est génial. Enfin, on est avec le fictif et tout. Et puis, je suis à Paris un week-end et je me réveille et et je reçois un mail euh, de la sélectionneuse donc de la CINEF, Dimitra, et qui m'écrit: «Bonjour Oumnia, je viens de regarder votre film, est-ce qu'on peut s'en parler?» Alors moi, réflexe, parce que à ce moment-là, moi j'envoie le film, il est pas fini, hein, il y a pas de mixage, OK? Le film n'est vraiment pas fini. Premier réflexe, je me dis: «Mais elle va m'appeler pour m'engueuler». Genre: «Comment avez-vous osé envoyer votre film?» Ah vraiment, j'étais comme ça, j'avais les chocottes. Je l'appelle toute tremblante et en plus Dimitra qui fait un peu de mystère en mode: «Oui, vous êtes qui? Vous venez d'où? Comment vous avez fait ce film?» Donc moi, je lui raconte tout ça et tout. Elle dit: «D'accord, ben, j'ai vraiment beaucoup aimé le rapport frère-sœur, justement, comment c'est pas manichéen». Enfin, et moi, je comprends rien. Puis à la fin, elle me dit: «Bah, félicitations». Et je fonds en larmes au téléphone. Ah, rien que de le raconter, ça m'émeut beaucoup parce que moi, j'ai vraiment vu ça comme une tape sur l'épaule de l'univers qui te dit: «Je sais à quel point c'était dur». Et je sais, en fait, à quel point vouloir raconter à tout prix ses histoires sans se trahir, en respectant les siens,
en respectant aussi ce qu'on a à dire, mais aussi nos complexes et aussi nos complexitudes, et nous mettre face à ça, c'est pas évident. Dans un milieu qui est full blanc, franchement, la majorité, hein, qui est full privilégié. Enfin, et j'ai vraiment vu ça comme un truc de quand tu fais les choses avec le cœur, ça paye. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a fait pleurer. Et première personne que j'appelle, enfin, alors déjà, heureusement, il y avait ma meilleure amie avec moi, on n'en revenait pas, on était choqués, on faisait que traîner dans le quartier à tourner. Et puis j'appelle Alma, la productrice, direct, très bonne amie. Je suis en mode, voilà, Alma, elle n'en revient pas. J'appelle Emma, la monteuse. Ensuite, j'appelle mes parents. Mon père, trop drôle. Festival de Cannes, genre tapis rouge et tout. Et moi, je suis en mode, ouais, ouais. Et ils étaient trop contents. Alors, par contre, ça ne les intéressait absolument pas de venir avec nous là-bas. Genre, je leur ai dit, vous allez venir et tout? Ouais, non, pas trop. Tu vois, ils sont en mode, c'est ton monde, c'est pas le nôtre. Et ça, je trouve ça aussi vraiment bien, en fait. Parce que ça te garde aussi une sphère en dehors qui n'a rien à voir, qui te permet aussi de désacraliser beaucoup de choses. C'est hyper important. Et, mais ils étaient hyper contents et je pense qu'ils en revenaient pas, quoi. Un film en algérien, avec des Algériens. À Marseille, on va à Cannes. Il y a aussi de ça, ok, d'accord, donc en fait, on a notre place et en fait, ce que notre fille, elle est en train de faire, enfin, c'est pas. On est légitime, quoi. Exactement. T'es légitime d'y être. Ils n'arrivent pas à y croire, quoi, que nos histoires sont légitimes maintenant, tu vois. Puis je pense que même si c'est pas un milieu qui les intéresse, ils ont la fierté, quoi. La fierté, c'est produit par leur fille. Ça parle d'eux aussi. Il y a cette fierté-là de tu peux ne pas t'intéresser au monde du cinéma et te dire waouh, ça fait du bien, quoi. Complètement. Donc voilà, c'était assez fou. Il y a eu toute l'équipe qui est venue, au maximum en tout cas, pour présenter le film à Cannes. On était tous très très émus, très contents. Il y avait le directeur, Claude Mourieras. Il y avait aussi Agatha Lopko, qui était notre référente pédagogique. Il y avait Perrine. Enfin, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de gens qui étaient là. On a fait un resto ensemble. Et juste la fierté de tous, quoi, de voir son nom au générique et de voir qu'on a fait ça ensemble. On l'a fait ensemble. Tous ces gens-là ont fait ce film. Et je les remercie encore vraiment du plus profond de mon cœur, quoi. Et parce qu'en plus, après, il fallait gérer tous les DCP, tout ça. Et c'était vraiment une organisation monstre. Et là, pareil, je tiens à remercier Emma Messori qui était à la technique et qui nous a fait tout, qui nous a trop épaulés. Emma, la monteuse, qui est jusqu'au bout. On faisait les sous-titres ensemble. Je vous raconte pas le délire. Enfin, mais voilà, je suis très contente, ouais. C'est un très beau parcours qui se dessine pour ce film, pour ce qu'il raconte et pour nous, Inch'Allah, quoi. Pour finir, parce que je pense qu'on est à la fin des questions, c'est quoi tes projets à venir? Là, t'es sur quoi en ce moment? Si t'as envie, attention, parce que si on spoil, on coupe l'enregistrement et ça se fait en voix off, mais... Non, pas du tout. Là, pour l'instant, je vais aller présenter donc, le film dans divers festivals. Ça, c'est très, très cool. Et puis, je prépare un prochain court-métrage, ouais. Un prochain court-métrage que j'écrivais avant même l'école, qui a commencé d'ailleurs dans les ateliers Tribudum dont je vous avais parlé avec Sarah Belladi, qui s'appelle Aziz et qui est une petite histoire sur une enfant, son grand frère et son coq. Et donc, c'est aussi une histoire d'exil, d'intégration, d'arrachement, de l'enfance. Et voilà, et c'est un film qu'on va tourner l'année prochaine, si Dieu le veut. Et pour lequel on est très bien accompagné et on a été soutenu financièrement aussi. Donc voilà, c'est un peu... Lui, pour le coup, c'est vraiment le film de mon enfance et j'espère que tout va bien se passer. Et voilà. C'est bon pour moi, j'ai pas d'autres questions. Merci énormément, j'ai vachement apprécié ce moment, j'espère que t'as apprécié aussi. J'ai adoré, merci beaucoup.